Légendes urbaines. Ici Olivier Roy-Baillargeon. Bienvenue à ce nouvel épisode de Légendes urbaines, le balado de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'Université du Québec à Montréal. Chaque épisode de Légendes urbaines part d'une idée reçue et tente d'en révéler les racines, de distinguer ce qui relève du mythe et de la réalité, et de conclure en offrant une perspective plus éclairée sur le sujet. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques questions essentielles pour comprendre la réglementation en urbanisme. Peut-on la faire évoluer pour nous permettre de relever les défis de notre époque, comme la crise climatique? Devrait-on plutôt continuer de miser de plus en plus sur le discrétionnaire et l'analyse au cas par cas pour refléter la complexité et la singularité des contextes et des enjeux contemporains? Autrement dit, de quels outils a-t-on besoin? Et quelle est la place de la réglementation traditionnelle dans le coffre à outils de la société québécoise? Pour voir plus clair dans tout ça, j'ai pris le temps d'en discuter avec Michel Rochefort, professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Michel est membre de l'Ordre des urbanistes du Québec et il a travaillé pendant plus de 15 ans à des postes de nature stratégique en aménagement et en urbanisme auprès de différentes administrations publiques, avant de devenir professeur en planification urbaine et régionale à l'UQAM. Ses activités de recherche portent sur les outils et les politiques publiques en matière de planification, d'aménagement et d'urbanisme. C'était donc la personne tout indiquée pour discuter de réglementation en urbanisme en lien avec les pouvoirs des municipalités québécoises en matière d'action climatique. Voici donc notre conversation fascinante sur le sujet. Bonne écoute! Salut Michel, bienvenue à Légendes urbaines. Merci d'avoir accepté de relever le défi. Merci pour l'invitation. Un grand plaisir. Alors aujourd'hui, on veut essayer de recontextualiser une légende urbaine entourant le rôle de la réglementation en urbanisme, à savoir que c'est un vieil outil qui est relativement dépassé, qui est hérité d'une autre époque et qu'il serait plutôt avisé de remplacer aujourd'hui pour relever les défis de la nouvelle ère. Si je te dis ça, toi qui étudies attentivement cette question-là, que la réglementation, ça nous nuit, ça nous limite et surtout, ça se change pas. Qu'est-ce que tu en penses? La réglementation est au cœur quand même de l'urbanisme depuis au moins les 200 dernières années et je pense que c'est quelque chose qui doit également rester personnellement, mais notre façon de voir la réglementation elle risque de changer avec le temps, là, ça c'est certain. De prime abord, la réglementation avait été faite dans un côté un peu immuable, surtout pour rendre la ville un peu plus prévisible. On voulait que cette réglementation puisse durer dans le temps, puis surtout pour principalement une chose, protéger les investissements privés. Mm-hmm. Et on voit ça surtout aux États-Unis où la réglementation s'est quand même mise en place au 19e siècle et au 20e siècle pour protéger ces investissements. Et d'un autre côté, pour le mouvement hygiéniste qui nous vient peut-être un peu plus d'Europe au niveau de santé publique où on voulait aussi rendre la ville meilleure. Donc, il y avait deux notions de base quand même avec la réglementation, le côté protection des investissements privés et santé publique. Et on voulait que ça soit immuable parce qu'on apportait une solution. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, cette notion de santé publique revient un peu en force, notamment avec les questions environnementales, où le bien collectif revient un peu au premier plan. Donc, cette notion de protection des investissements est un peu plus questionnable et on le voit bien aussi avec les vulnérabilités, les injustices, en quoi cette notion de protéger les investissements publics a atteint quand même une certaine limite. Mm-hmm. Mais la question de la prévisibilité aussi a atteint une certaine limite. Quand on voit avec l'adaptation au changement climatique, on voit que rien n'est si vraiment prévisible maintenant. Mm-hmm. Donc, cette immuabilité de la réglementation, elle est un peu illusoire. Donc, de savoir qu'est-ce qui va nous arriver dans 25 ans, dans 50 ans, et de faire une réglementation qui ne changerait pas est un vœu pieux. Donc, notre façon de voir la réglementation doit aussi changer. Donc, dans cette légende urbaine-là, il y a une part de réalité, mais il y a aussi une part d'exagération. C'est-à-dire que si on accepte qu'effectivement, on vit dans un monde qui change vite et constamment, le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'est plus du tout celui dans lequel les règlements
voulu comme immuable à l'époque. Les enjeux d'hygiène que tu as mentionnés ne sont plus vraiment les enjeux auxquels les villes font face. Les enjeux de sécurisation de la valeur de la propriété immobilière sont plutôt maintenant rendus l'inverse, l'enjeu de la sécurisation de l'accès à la propriété. On pourrait dire dès lors que la réglementation, puisqu'elle était voulue comme immuable, ne peut pas être l'outil dont on a besoin pour relever les défis, puisque justement, la ville n'est pas immuable, elle ne peut pas être régie par un outil qui lui, est voulu comme étant immuable. Est-ce que tu accèdes à cette vision-là ou est-ce que, d'après toi, il y a une part d'exagération? Oui, non, la réglementation est là pour rester, là, mais heureusement aussi, là, je pense qu'elle garantit aussi une certaine, si on reprend des termes, de normativité des choses. Je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir du moins influencer les choses, c'est que, dans le fond, la réglementation ne doit pas être arrêtée pour protéger un produit donné, mais plutôt faire évoluer nos façons de faire. La réglementation est aussi se retourner vers l'avenir et une réglementation est là pour aussi forcer les choses qualitatives qui peuvent aussi se mettre en place. Mais quand on parle d'immuabilité, il ne fallait pas oublier aussi que, oui, ça servait aux investisseurs, oui, ça servait à ce mouvement hygiéniste de mettre en place un minimum de normes possibles, un minimum de critères possibles, mais ça servait aussi à l'inertie tranquille de l'administration. Je pense la norme avait quelque chose de rassurant auprès des administrations et auprès des juristes. Et c'est ça aussi qu'il faut changer. Donc, c'est pas la réglementation, mais la perception de cette réglementation. Dans le fond, souvent, on disait non, on ne changera pas la réglementation parce que ça appelle à des poursuites, parce que ça change nos façons de juger d'un dossier comme tel. Mais c'est un blocage administratif ou juridique. Je pense que c'est notre façon de voir la réglementation qu'il faut changer et de ne pas la laisser aux mains nécessairement de l'administratif, des professionnels et des juristes. La réglementation doit avoir, dans le fond, un côté visionnaire et elle doit correspondre à des choix sociaux qu'on fait aujourd'hui. Donc, elle doit correspondre à où on veut aller en tant que société. Et il faut que ça soit vraiment tourné vers l'avenir. Alors que, historiquement, la réglementation a plutôt eu tendance à suivre les pratiques plutôt qu'à les impulser. Tout à fait. Donc, il y avait plutôt une tendance à protéger, à suivre, à ralentir, à garantir, et aussi à faire en sorte de reproduire des trucs aussi, à l'aider à la reproduction de certains modèles. Aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait d'autres choses. Puis, elle aidait aussi à, même si légalement, on n'a pas le droit de discriminer par les réglementations directement, on pouvait quand même discriminer socialement, indirectement, par la réglementation, par des trucs quand même relativement simples, en demandant des matériaux nobles sur les 4 côtés de la façade, en demandant un minimum de grandeur au logement, pour s'assurer que les individus qui s'installent dans un quartier soit de la même classe sociale, soit pas aux prises avec des idées différentes aussi. Donc, on s'assurait indirectement que la réglementation était un vecteur, pas de cohésion sociale, au contraire, mais disons de protection d'une certaine forme de sécurité. La même chose à l'inverse aussi, on ferait des normes pour exiger plus de logements locatifs ou plus de choses. Il faudrait voir aussi les effets pervers que ce type de norme aussi, parce que dans le fond, la norme exclut dans un sens ou un autre et elle a nécessairement une résultante. Et c'est très dur d'évaluer un peu la résultante. Et c'est peut-être pour ça aussi que nos façons de voir un peu la réglementation, on prend un peu le zonage d'avant. Aujourd'hui, dans les villes, on voit plutôt une façon de voir qui se met en place, qui est le Form-Based Code, donc une approche plutôt par la forme. Les deux sont intéressants. Donc, dans le fond, avant, avec les anciennes réglementations, c'était très dur de voir l'impact de l'addition des différentes normes. Parce que chaque professionnel, chaque juriste, chaque personne qui arrivait dans le temps mettait sa norme ici et là, mais l'addition des normes entre elles était peu analysée, tandis qu'avec une approche plutôt par la forme, donc là, on se met plutôt dans la tête une grande maquette, et à partir d'une grande maquette déjà construite, très formelle, on refait la réglementation pour arriver à cette maquette. Donc, on sait le produit final. Par contre, il faudrait aussi se poser des questions sur
aussi sociale. Donc, ça serait bien que dans une approche par la forme, une approche formelle, qu'il y ait aussi une réflexion sur l'accessibilité au logement, sur la qualité du logement et sur aussi la qualité des espaces qui nous entourent. Donc, on voit, tu sais, on a eu l'impact des crises économiques successives et des plans métropolitains d'aménagement qui ont augmenté la densité. Mm-hmm. Mais on a vu quand même que, comme effet pervers, c'est qu'on a construit de la densité un peu partout. Et la densité assez bas de gamme. Une densité entourée de stationnement, loin du transport en commun. Donc, si c'est pour faire de la mauvaise densité, bien, continuons à faire des maisons individuelles. Le monde va être plus heureux et ça va être quand même plus durable que de la mauvaise densité qui devient un lieu un peu ingérable à long terme où les personnes vont là à très court terme en attente d'un autre logement, mm-hmm. donc ils dépensent 2 fois. Ils ne sont pas intéressés à y rester. Ça ne dégage pas un sentiment d'appartenance parce que c'est entouré de stationnement. Quand on arrive à avoir des enfants qui sont dépendants du transport en commun, il faut déménager, etc., etc. Donc, il faut quand même plus analyser quel est l'impact de cette réglementation. Mais là, ça fait appel, dans le fond, à la conciliation des enjeux, parce qu'effectivement, le contexte que tu mentionnes, c'est un contexte où on cherchait d'abord à s'attaquer à l'enjeu climatique, écologique, en cherchant à maximiser le nombre de nouveaux ménages qu'on pouvait accueillir sur un hectare d'anciennes forêts ou d'anciennes terres agricoles. Le côté social et économique a été peut-être un peu sacrifié. Est-ce que ça se peut, donc, une réglementation qui, dans ce contexte de crise climatique, dans ce contexte de crise de l'accessibilité au logement, parviendrait à équilibrer adéquatement le social, l'économique et l'écologique? Est-ce que tu connais des exemples de réglementations qui ont réussi sur ces chapitres-là? Actuellement, l'adaptation au changement climatique, c'est sûr, re-questionne la totalité de notre façon de voir la réglementation, comme le développement durable l'avait fait aussi avant. Donc, dans le fond, dans les années 90, le développement durable vient déjà faire éclater la boîte de la réglementation. On a pris quand même un certain retard au Québec. La notion de santé aussi, santé publique, qui a fait éclater. Comme là aussi, la notion d'adaptation vient de faire un peu un renouveau. Mais oui, tout ça fait en sorte qu'il faut dépasser la notion de cohabitation d'usage ou de termes un peu pré-mâchés comme la notion d'échelle humaine ou la notion de densité pour régler des problèmes de protection. Je pense que la vie est un peu plus complexe. Et oui, il y a des réglementations qui se mettent en place, notamment pour mesurer un peu l'effet cumulatif environnemental des choses. Donc, on pense, par exemple, le facteur de résilience climatique qui a été mis en place dans l'arrondissement sud-ouest ou l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qu'on appelle aussi le coefficient de biotope, où là, on ne fait pas uniquement parler de laisser des espaces libres sur le terrain. On parle de leur qualité d'espace libre. Est-ce qu'ils sont perméables, imperméables? Est-ce qu'il y a de la plantation? Quelle est la qualité de cette plantation? Comment cette plantation aide à la gestion des eaux de pluie, à la lutte aux îlots de chaleur? Donc, dans le fond, on va plus loin que tout simplement le normatif, le pourcentage, le mettez un arbre. On essaie de voir l'élément cumulatif de tout ça, même au niveau de l'environnement, mais c'est relativement nouveau parce que même encore aujourd'hui, on traite projet par projet. On ne traite pas un quartier. Et là, on se rend compte que le public doit pallier à ce manque de vision un peu projet par projet. Donc, on le voit notamment avec les parcs éponges à Montréal, où dans le fond, maintenant que tout est construit, malheureusement, on voit un effet cumulatif et il faut agir sur l'espace public pour venir traiter un peu les éléments qu'on n'a pas traités sur l'espace privé. Et il y a quelque chose qui est assez important à comprendre aussi en réglementation, et c'est pour ça qu'elle doit rester au centre de nos préoccupations. Tout ce qu'on ne demande pas nous revient par la suite par des dépenses publiques. Donc, si on n'est pas capable de mieux encadrer les projets, qu'ils soient au cas par cas ou cumulatifs, ça a un impact direct sur plus tard, dans 10, 15, 25 ans, sur les dépenses publiques, parce que tout ce qu'on ne fait pas à un moment donné nous revient nécessairement sur le public. Tout ce qu'on ne fait pas faire par d'autres, dans ce cas-ci les promoteurs immobiliers ou les propriétaires, une fois qu'ils ont pris possession de leur logement, on doit le faire nous-mêmes comme collectivité. Mais ça veut dire qu'il faut accepter, dans le fond, qu'on force le jeu,
qu'on tourne la négociation habituelle de ce qu'on exige versus de ce qu'on accepte de faire nous-mêmes, qui va avoir un impact en quelque sorte sur l'environnement d'affaires. Si le promoteur immobilier sent qu'il y a trop d'exigences réglementaires dans cette municipalité-ci, il va potentiellement préférer aller faire son projet dans la municipalité voisine où les exigences réglementaires sont moindres, où cette municipalité-là ne dit pas au promoteur « je veux que ce soit toi qui fasses », mais plutôt, comme ça a été le cas dans les dernières décennies au Québec, vas-y, développe, puis nous, dans 20 ans, on découvrirait que, oups, il manquait des parcs, oups, il manquait des bassins de rétention, oups, il manquait des infrastructures collectives. Bon, ben ça va être la collectivité qui va payer. Parce que forcément, c'est un enjeu central, ça, d'attirer le développement et de ne pas laisser le développement filer vers une municipalité voisine. Oui, c'est ça. Malheureusement, au Québec, on aime beaucoup l'autonomie municipale, ça c'est certain. Et quand on compare par rapport à d'autres provinces, même quand on compare à différents États américains et évidemment à des États européens, on se rend compte que le royaume de l'autonomie municipale est très fort au Québec, d'autant plus fort que qu'est-ce que les villes ne vont pas, dans 10-15 ans, plus tard, ils vont aller le demander en financement au gouvernement. Donc, c'est toujours le public qui paye et c'est ça qui est assez questionnable. Il y a eu quand même des nouveaux changements à la législation qui ont été faits en juin dernier et ces changements sont relativement sévère pour tout le monde et on voit que le gouvernement est en train de visser un peu la vis aux villes, aux MRC et aux communautés métropolitaines. Et c'est ça qui peut devenir intéressant. Le problème, c'est que la vis, elle a été serrée de beaucoup, mais est-ce qu'on va trouver les professionnels pour la mettre en place, cette nouvelle vision? Est-ce qu'on va trouver des villes assez volontaires aussi pour la mettre en place? Il va falloir aussi que le gouvernement continue à se mouiller et continue aussi à faire des pressions comme il fait en Ontario où il y a des décisions gouvernementales qui impactent directement les villes. Nous, au Québec, on est très sur l'autonomie, sur chacun fait sa part, mais on ne va pas trop en demander pour ne pas froisser le marché. Mais oui, ben, ça fait en sorte que ce que tu expliquais, c'est que pourquoi j'irais dans une ville qui m'en demande beaucoup si je peux aller à côté qui m'en demande moins. Et ce n'est pas le fait de nécessairement mettre en place des outils plus larges comme le PMAD. C'est toute une culture qui doit changer. Une culture que tout le monde doit faire sa part. Parce que l'essentiel de la réglementation en matière urbaine, aménagement, urbanisme, design, au Québec, il est de toute façon du ressort du municipal. Et donc, tant qu'on laissera le municipal être responsable de la réglementation, on se laissera vulnérable à ce qu'il y ait 1100 règlements de zonage, 1100 règlements de lotissement, 1100 règlements de construction au Québec parce qu'il y a 1100 municipalités différentes. Oui, ben, c'est le danger, mais le gouvernement commence quand même à remonter. Là, il y a eu le problème des inondations et ça faisait 20 ans que le gouvernement disait aux villes, OK, mais il fallait en faire. Mais là, après les deux dernières inondations qu'il y a eu, le gouvernement a repris la main. La même chose, ça fait des années que le gouvernement voulait que les villes traitent des îlots de chaleur. Le gouvernement l'a mis comme une imposition et a même forcé les villes à mettre leurs mesures pour ce printemps. Donc là aussi, c'est très rare que le gouvernement au Québec ait dit non, mais là, je vous l'impose et vous avez un certain temps. On l'a vu pour la destruction du patrimoine aussi. Le gouvernement est venu sévir à faire en sorte que les villes doivent et à la fois avoir un répertoire maintenant, mais avoir un règlement de démolition que les villes ne faisaient pas. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des pressions, mais les pressions doivent venir des citoyens. Si le gouvernement a agi dans les dernières années, c'est parce qu'il y a des citoyens qui se sont montés aussi aux barricades pour dire il faut protéger le patrimoine. Nous, on est inondés, mais c'est des dépenses qui nous reviennent et les assurances ne veulent plus nous payer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? La municipalité a autorisé notre permis et c'est nous qui se ramassent par la suite avec les problèmes. Donc, je pense que oui, la pression citoyenne doit être de plus en plus forte, et je l'espère, et les villes doivent être de plus en plus proactives. On ne peut pas uniquement non plus tout mettre sur les épaules des citoyens. Je pense qu'une ville doit être éclairée, puis on le voit dans la notion de logement actuellement. Là, je pense que au niveau de logement, on voit que certains maires prennent position, mais on a vu quand même en décembre dernier où le gouvernement, pour une solution toute simple, on va enlever le normatif pour le logement, ça va aider à la levée des dossiers. Pas du tout. Le normatif est là
pas pour nuire à des projets, mais pour assurer une certaine qualité. Donc, si on lève la réglementation, c'est la qualité qui va diminuer. Donc, le problème avec les règlements au Québec, c'est qu'il faut aussi de l'administratif pour les gérer. Et quand une ville a 1 ou 2 inspecteurs pour 50 demandes de projet, est-ce que c'est la faute à la réglementation ou c'est la faute à la ville qui n'engage pas un inspecteur de plus? Il faudrait quand même se poser la question. Oui, on repose sur des impôts fonciers. Je m'excuse, le coût d'un inspecteur annuel supplémentaire pour gérer des dossiers est quand même pas si grand que ça. La même chose, si les villes, de plus en plus, il y a 2 types de règlements. Il y a les règlements normatifs et les règlements discrétionnaires. Mm-hmm. Si la plupart des villes décident de faire des règlements discrétionnaires, c'est-à-dire des règlements qui prennent plus de temps à analyser puisque c'est du cas par cas, il ne faut pas se plaindre que les dossiers prennent plus de temps aussi si on n'embauche pas d'autres personnes. Donc, plus qu'on va faire des règlements discrétionnaires, plus il faudrait aussi embaucher du monde. Le normatif est un peu une solution pour dire non, on demande de la qualité prévisible et ça va plus vite sortir des projets. Mm-hmm. Donc, la solution du gouvernement n'aurait pas dû être on enlève la réglementation, mais plutôt dire arrêtez de faire du discrétionnaire, faites du normatif qualitatif, les promoteurs vont savoir où on s'en va et j'impose un minimum normatif à toutes les villes de la province. Donc, on n'aura pas ces promoteurs qui vont changer d'une ville à l'autre. Mmh. Et là, tu fais appel à 2 enjeux qui sont quand même assez centraux dans la gouvernance en ce qui concerne d'abord les relations entre les paliers, comme les municipalités avec les MRC, les communautés métropolitaines et le gouvernement, mais aussi ce qui concerne l'allocation des ressources qui viennent avec les responsabilités. Souvent, les municipalités québécoises vont se plaindre du fait que quand elles demandent au gouvernement d'avoir des nouvelles possibilités d'action, le gouvernement leur donne la possibilité d'agir, mais pas les ressources qui viennent avec. Ou alors, le gouvernement dit « Vous êtes trop nombreuses à me demander qu'on agisse là-dessus et vous êtes trop peu nombreuses à vouloir agir de concert là-dessus, donc je reprends la main et c'est moi qui agis là-dessus. » Dans un cas, on se retrouve avec une gouvernance qui, donc, s'éloigne du milieu concret. On a disons, la récrimination générale que c'est toujours le milieu local qui est le mieux habilité à agir parce que ça prend la connaissance fine du terrain pour que l'adéquation de l'action se fasse. Mais de l'autre côté, il y a aussi que, justement, OK, on a adopté un nouveau règlement sur le bruit la nuit, mais on a un inspecteur pour la totalité de l'arrondissement. Il ne peut pas être partout en même temps. Est-ce que tu vois des pistes de solutions à ça? Est-ce qu'il y a des enjeux qui méritent de ne pas remonter au niveau gouvernemental? Est-ce qu'il y a des ressources plus faciles à allouer qui permettraient aux municipalités d'agir pour avoir, disons, être à la hauteur de leurs ambitions? Parce que la question semble assez centrale dans presque tous les débats récents sur la stratégie nationale d'aménagement d'architecture, les actions en matière d'habitation. Ça revient presque toujours à qui agit et qui octroie quelles ressources. Je pense qu'il faut séparer les enjeux sociaux des enjeux purement d'aménagement. La fiscalité a un bon dos au Québec. Hein? Les villes aiment bien se plaindre qu'ils n'ont pas les outils fiscaux nécessaires. Par contre, quand le gouvernement en offre de nouveau, donc depuis 2016, le gouvernement en offre de nouveau et il en offre de nouveau aussi depuis le mois de décembre dernier pour le logement, les villes ne les prennent pas. Donc, les villes n'ont pas pris la redevance de développement depuis 2016 que le gouvernement leur a offert. Donc, dans le fond, les villes ont la possibilité de demander une redevance de développement aux promoteurs. Ils ne le demandent pas. Pourquoi? Parce que moi, si je la demande, la ville d'à côté ne va pas le demander. Je pense qu'il faudrait aussi imposer certaines choses. La même chose pour le logement. Depuis 2021, ou même dans 2017, les villes peuvent faire une réglementation sur le logement pour venir faciliter le logement social. Il n'y a que Montréal, relativement, qui l'a fait dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, il y a des nouveaux outils, mais les villes ne les prennent pas pour les questions d'aménagement. Par contre, il y a les enjeux sociaux, que certaines villes ont malheureusement la responsabilité de prendre en main. Et c'est là que la fiscalité est inefficace, selon moi. La lutte à l'itinérance, la lutte, dans le fond, aux populations vulnérables pour le logement. Donc, vraiment des populations vulnérables d'accessibilité au logement. Donc là, on en demande un peu trop aux villes. Et oui, la raison de dire, OK, mais on doit s'occuper de ça parce que personne ne s'en occupe. Il faudrait avoir quand même les ressources. Donc, je pense que c'est tout à fait normal que les villes se retournent vers le gouvernement et disent « Oui, mais il nous manque des ressources pour venir
appuyer certaines missions qu'à la base, on n'avait pas à faire. Par contre, sur les missions de base d'une ville, garantir des bibliothèques, des équipements publics de qualité, des piscines, réserver un terrain pour une école, c'est des enjeux de base en aménagement et les villes devraient être en mesure de pouvoir retirer des ressources de leur propre développement en demandant les bons outils. Le problème, c'est que les villes au Québec ne veulent pas augmenter non plus leurs taxes pour pas que l'acheteur aille dans la ville d'à côté. Je pense qu'il y a un minimum qui doit être fait et envoyer des messages. Donc, sur le terrain scolaire, justement, que les villes ne le faisaient pas, maintenant, c'est une obligation que le gouvernement a changé. Au moins, prévoyez que si vous vous développez, prévoyez au moins un terrain pour l'école. Ne remettez pas ça plus loin, puis faire comme si c'était une surprise dans 10 ans. Ah, tiens, j'ai accepté 10 000 nouveaux ménages, mais j'ai pas d'école secondaire. Tu as mentionné un point tout à l'heure dans une distinction qui est quand même assez centrale dans l'enjeu avec la réglementation, c'est-à-dire qu'il semble y avoir un mouvement de fond dans le milieu municipal pour s'éloigner du normatif, miser davantage sur le discrétionnaire. Pour l'auditeur, l'auditrice qui n'est pas aussi familier que toi et moi, on peut l'être là-dessus, qu'est-ce que ça implique comme différence fondamentale? Premièrement, en ce qui concerne le processus, mais aussi les finalités observables, comme la ville que l'on développe quand on la développe de façon discrétionnaire versus normative. Avant, dans la réglementation, on n'avait que du normatif. C'est vraiment la façon de faire. On pouvait faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. Donc, cette vision normative est totalement pas interprétable et elle avait comme enjeu négatif de faire un peu du mur à mur, donc de nier un peu le contexte. À partir des années 80 et en s'accélérant depuis les années 90 et maintenant en étant presque, disons, la seule façon de faire ou l'une des seules façons de faire, apparaît le discrétionnaire, qui est plus une analyse de cas par cas des projets à partir des critères. Donc, on se donne une certaine critères qui sont relativement précis sans trop l'être, souvent flou malheureusement, mais dans le fond des critères qui nous permettent de juger au cas par cas et d'avoir la flexibilité nécessaire pour, disons, traiter du contexte. Pour certains urbanistes, certains élus ou certains professionnels en aménagement, ce discrétionnaire serait un gage de qualité pour faire en sorte qu'un projet soit meilleur plutôt que du normatif. Et c'est pour ça que depuis une dizaine d'années, en s'accélérant de ville en ville, ça a commencé un peu à Montréal, mais là, on va s'accélérer à la grandeur du Québec, où de plus en plus les villes se retournent sur du discrétionnaire. Ce que je disais allonge aussi les délais. Par contre, le discrétionnaire a quand même une part d'ombre qu'il faut quand même avoir conscience. D'une part, c'est sûr que ça repose sur les individus qui jugent ce discrétionnaire. Donc, quand un projet est déposé, il y a d'abord des professionnels qui les analysent, mais aussi ce qu'on appelle un conseil consultatif d'urbanisme, un CCU. Donc, ce jugement du discrétionnaire repose sur des individus qui, eux, ont plusieurs projets et par manque de temps ou de ressources font en sorte qu'ils ne vont pas les analyser toujours avec la même rigueur. Donc déjà, là, il y a un problème de rigueur, d'application de ce discrétionnaire. Ou de jugement de valeur. Et de jugement de valeur, exactement. Et là, on pourrait remarquer dans des secteurs un peu plus homogènes qu'un règlement discrétionnaire pourrait être aussi synonyme d'exclusion de certains éléments qui fait en sorte que socialement, on maintient un peu l'uniformité. Ah, j'aime pas ce bâtiment-là, il va être trop haut, ça va faire de l'ombre. Ou, il n'y a pas assez de stationnement autour, il y a plein de gens qui viennent en voiture dans le quartier, j'aimerais pas ça que ce soit comme ça. Oui, ou ça pourrait aller à l'extrême aussi. Là, oui, des éléments qui ne viendraient pas nuire la tranquillité que j'ai dans mon entourage, la certaine stabilité. L'autre élément, c'est que ces individus changent dans le temps. Donc, le règlement discrétionnaire va durer pendant un certain temps, mais les individus qui vont juger de cette application sur le territoire changent. Donc, la rigueur d'un projet et l'autre, ou à Montréal, d'un arrondissement à l'autre, dans l'espace, est totalement différente. Dans certains arrondissements, on va interpréter un critère semblable d'une telle façon, dans un autre arrondissement d'une autre façon. Et ça aussi, ça brouille
pistes au niveau des promoteurs qui ne savent pas toujours où donner de la tête. Aussi, il y a un problème et pour les promoteurs, parce qu'on ne sait pas où ça s'en va nécessairement, mais il y a un problème pour les citoyens de transparence, parce qu'on se fait promettre quelque chose, mais le résultat peut être totalement différent, parce que dans un règlement discrétionnaire, on vous promet qu'il va y avoir plus d'arbres, mais le résultat peut être 2 arbres, comme peut être 15 arbres. Mais dans la tête du citoyen, quand on dit plus d'arbres, il n'imagine jamais le 2 arbres. Mm-hmm. Il imagine plutôt le 15. Donc, là aussi, ça apporte des problèmes de transparence. On nous promet des choses. Les critères paraissent toujours beaux. Donc, le résultat paraît toujours décevant dans la tête des citoyens. Et là aussi, ça apporte un problème de transparence. Mais le plus gros problème que je pense que personnellement, qui me questionne de plus en plus avec l'usage du discrétionnaire, c'est qu'on repose tout sur la négociation entre le public et le privé, entre le pouvoir public, la ville, le professionnel et l'élu et le promoteur. Mais en faisant ça, en basant notre approche uniquement sur la négociation, bien, on reconnaît de fait l'arrivée de la ville néolibérale qui repose plutôt sur des investissements privés. Donc, on va négocier et on va dire, c'est au rôle du privé de faire quelque chose. Moi, je m'en lave un peu les mains. Si j'ai pas prévu assez d'arbres dans ma canopée sur la rue, je la demande au privé et ça donne un rôle un peu où le privé vient pallier à des défauts du public. Et c'est là le danger du néolibéralisme, c'est de dire, OK, on se remet au privé pour remplir des fonctions un peu plus collectives qui auraient dû être à la base des villes. Ça, c'est sans compter les rapports de force, parce qu'évidemment, très petite municipalité, très gros promoteur, peu de moyens pour avoir des urbanistes à temps plein sur l'analyse des dossiers puis la négociation versus gros promoteur qui a un contentieux, des professionnels à n'en plus finir puis des milliards d'investissements. Forcément, la municipalité va se sentir toute petite dans cette négociation-là, puis va peut-être exiger le minimum parce qu'elle veut être sûre que le promoteur fasse son projet, ce qui lui ouvre la porte à faire à peu près n'importe quoi. Exact, et je pousserai un peu plus loin, c'est sans compter l'intelligence des promoteurs. Parce que si je le sais que je vais négocier avec toi, ben, je vais te présenter un projet qui n'est pas tout à fait le meilleur que je vais présenter parce que je le sais que tu vas me demander un meilleur. Donc, déjà, le projet que je vais te donner va être en deçà de ce que je veux faire. Je vais négocier et par la négociation, je vais t'en donner plus. Et qu'est-ce qui est problématique, c'est que la ville perçoit, ou le professionnel qui traite le dossier, perçoit ce plus comme un gain, tandis que pour le promoteur, ça rime plutôt à le moins pire projet possible plutôt que le meilleur possible, parce que je le sais déjà que tu vas me négocier. Donc, au lieu de mettre un beau matériau, je vais en mettre un moins noble, parce que je sais que tu vas me le demander, mais je vais l'avoir déjà prévu au budget. Donc, je vais te le donner. Toi, tu vas percevoir ça comme un gain, mais en même temps, moi, je vais faire mon chialage politique, pour te prouver que c'est un gain, mais dans le fond, c'est assez bien comptabilisé. Je sais assez bien dans une ville ce que vous allez demander. Et les promoteurs, c'est pas pour rien qu'il y a des promoteurs très forts à certains endroits. La force d'un promoteur, c'est bien de connaître l'administration et la ville dans laquelle il s'installe. Ouais. Donc, il va savoir exactement avec 1 ou 2 projets où il doit s'en aller. Puis tous les autres projets, il va se calquer là-dessus. Donc, là aussi, c'est le danger de la ville néolibérale, c'est que dans le fond, le promoteur est beaucoup plus outillé qu'une ville, a beaucoup plus d'argent et a beaucoup plus d'argent pour engager des professionnels que le petit professionnel qui sort d'une formation en urbanisme, qui a peut-être 5 ans d'expérience, qui n'a qu'une formation en fiscalité et va dire « Ah non, mais ça me paraît un bon projet, allez, je vais négocier, je vais gagner. » Et on le voit aussi dans des grandes villes. Malheureusement, il y a des villes qui perçoivent encore un don de terrain pour les parcs comme un gain qu'ils ont fait. Non, c'est la loi de demander 10 %. Et ou que, dans le fond, le promoteur va m'en donner plus parce qu'il va me donner un terrain pour l'école. Oui, parce que le promoteur a calculé que l'école va faire augmenter le coût de vente de ces logements qui s'adressent à des familles. Donc, tout ça, la notion de gain est très peu perçue par les villes et malheureusement très peu perçue par les urbanistes qui, selon moi, perçoivent comme un gain
qu'est-ce que les promoteurs considèrent comme le minimum acceptable. Donc, on entre dans un jeu, en fait, de concessions octroyées par le promoteur parce que la municipalité a exigé, alors qu'en vérité, quand c'était écrit noir sur blanc, ben le promoteur, il se disait, je peux pas aller déposer ce projet-là parce que je suis pas capable de remplir les conditions. Et ce renversement de polarité-là fait aussi en sorte que ultimement, on en revient à ce que tu mentionnais en tout début, c'est le propriétaire du logement qui réalise que finalement son milieu de vie n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on lui avait promis, et c'est la municipalité qui réalise que finalement toutes les choses que ce n'était pas le promoteur qui avait faites d'entrée de jeu, c'est elle qui doit entrer dans le bal et venir compenser finalement les lacunes d'il y a quelques années ou quelques décennies. Oui, parce que le discrétionnaire, en plus, ne s'applique pas de la même façon sur le territoire. Donc, c'est très dur aussi de prévoir ce que ça va faire sur le long terme. Mais je retournerai aussi à la question. Ça fait en sorte que, justement, pourquoi pas retourner vers un minimum de normatif aussi? Parce que le normatif garantit un certain nombre de choses. Donc, au lieu de négocier, exemple, le chauffage passif pour économiser de l'énergie dans un contexte de transition énergétique, bien, pourquoi pas que ça devrait être une norme? En quoi je devrais négocier le chauffage passif? Et c'est ça le danger du néolibéralisme, c'est qu'on repose sur cette négociation au lieu d'un choix collectif. Non. La transition énergétique n'est pas un objet de négociation, donc je l'impose et je l'impose par du normatif. Si, dans le fond, collectivement, à la grandeur d'un territoire, qu'on disait qu'on met une norme énergétique très élevée, que tout nouveau logement à la grandeur du Québec devrait être ça, et qu'une ville, en plus, en voulant faire plus avec du normatif, c'est pas normal. Puis on le voit aussi dans des projets, même au Canada et aux États-Unis, la notion énergétique, elle est beaucoup plus loin qu'au Québec. On est très, très en retard sur cette notion énergétique. Pourquoi? Parce que notamment, on l'a fait par du discrétionnaire. Et parce qu'on se noie dans l'hydroélectricité. Et parce qu'on se noie dans l'électroélectricité. Et qu'on peut se permettre de la gaspiller. L'autre aspect, je pense, qui est important de souligner dans ce que tu mentionnais tout à l'heure, quant au fait que le normatif, ça offre une certaine permanence de l'intervention, une certaine cohérence au fil du temps, alors que le discrétionnaire repose sur des équipes d'élus, des équipes d'urbanistes et des citoyens ou membres de la collectivité qui siègent sur les comités consultatifs d'urbanisme. On a longtemps décrié que l'action municipale était court-termiste, qu'à tous les 4 ans, finalement, il y avait un changement de cap. Dès qu'une équipe changeait à l'hôtel de ville, les orientations pouvaient changer complètement et on pouvait passer d'une approche très claire, 4 ans plus tard, à une approche qui était complètement différente et qu'à chaque fois, l'image utilisée, c'est un peu toujours l'objectif de l'élu, c'est d'être capable de couper des rubans d'ici à sa tentative de réélection. Donc, tous les projets faciles à livrer rapidement vont avoir toujours priorité sur les projets qui prennent plus de temps, mais qui sont en vérité ce qu'on a besoin de faire pour relever les défis d'une crise climatique à laquelle on doit s'attaquer sur 30, 50, 70 ans. Est-ce que c'est possible de garder un socle de normatifs qui assure cette permanence, cette pérennité, cette cohérence au fil du temps, et d'ajouter par-dessus ce socle de normatifs une part de discrétionnaire qui nous permet de rester agile, de rester capable de s'adapter rapidement aux circonstances évolutives? Bien, à la base, c'était prévu comme ça dans la réglementation. Quand le discrétionnaire est arrivé, c'était pour donner une part de flexibilité à du normatif assez fort, mais ce qui s'est fait dans la réalité, c'est un normatif assez faible et un cas par cas assez flou avec le discrétionnaire. Non, dans le fond, on devrait, les pouvoirs publics, et je parle de tout niveau, là, je pense qu'il y a vraiment une action nécessaire de l'État, nécessaire des communautés métropolitaines, des MRC et des villes, doivent à la fois augmenter le normatif et le tourner vers l'avenir et pas le rendre immuable. On ne peut pas rendre la ville prévisible. Donc, le normatif pourrait changer à tous les 4 ans pour aller toujours dans la même direction. Donc, dans le fond, la réglementation ne peut pas être immuable. La direction de la réglementation devrait être immuable. Donc, on devrait avoir des idées très claires de transition écologique, énergétique, etc., d'adaptation au changement climatique. La ligne doit être tracée. La réglementation doit s'accélérer et aller toujours plus haut. Et ça, c'est le normatif qui peut le faire. Et après, l'adaptation du cas par cas devrait arriver
en surplus à tout ça, dans le fond, où une ville pourrait se démarquer par du discrétionnaire pour justement dire, OK, le gouvernement me demande un minimum, mais moi, je veux avoir plus qu'un minimum et je vais dans le discrétionnaire pour arriver à quelque chose d'encore plus performant sur différents aspects. Là, ça peut être performance santé, performance environnementale, mais le normatif doit monter au même niveau. Parce que c'est certain que si le normatif n'augmente pas, et le normatif n'a jamais augmenté dans les dernières années, si le normatif n'augmente pas, bien, le discrétionnaire ne peut pas lui compenser. Parce que le discrétionnaire est trop malléable, il est trop flexible, il est trop changeant. Et il est trop changeant au choix politique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le discrétionnaire, tu as l'avis du CCU, mais qui est un avis, mais c'est les élus qui décident. Donc, un comité consultatif d'urbanisme pourrait refuser un projet et les élus pourraient l'accepter. Donc, le discrétionnaire, c'est toujours sur les élus qui acceptent. Et là, on voit que ça peut être bien ou mauvais dans certains cas aussi. Ça donne des pistes de réflexion pour les prochaines réformes, pour l'adaptation de l'action. Si on essaie de conclure sur une perspective, disons, prospectiviste de ta posture d'observateur du milieu municipal, tant au Québec qu'ailleurs sur la planète, est-ce qu'il y a des pratiques que tu trouves inspirantes? Est-ce qu'il y a des évolutions réglementaires en Europe, en Amérique latine, en Asie, aux États-Unis? Tu as déjà mentionné l'exemple des biotopes dans l'arrondissement Le Sud-Ouest et l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Si on rêvait le Québec de 2040, 2050, 2060, qu'est-ce que tu rêverais de voir dans l'arsenal réglementaire des municipalités, des MRC, des communautés métropolitaines? Définitivement une grande question, là. Les plus grandes innovations que j'observe se font dans des petites choses aussi, là. Donc, on parle l'usage transitoire. Il y a des choses qui se font assez intéressantes. Donc, quand on regarde à Montréal, où il y a plusieurs centaines de bâtiments publics appartenant à la ville ou à des administrations publiques sont vacants, et qu'on est en pleine crise du logement, c'est sûr qu'il y a des évolutions dans d'autres pays qui ont su avoir une agilité réglementaire beaucoup plus performante que nous, notamment sur les usages transitoires. Ce qui me surprend quand même beaucoup au Québec, c'est pendant 15 ans, on a réfléchi au déplacement des hôpitaux, mais pas à l'occupation des anciens bâtiments. Mm-hmm. Donc, je trouve ça quand même assez phénoménal qu'un arrive après l'autre quand on aurait dû tout penser en même temps. La notion de cohésion sociale aussi, que les outils de planification sont là, oui, on a parlé de protéger les investissements, offrir une certaine santé publique, mais on voit de plus en plus une notion aussi, c'est une notion de s'assurer que les plus vulnérables sont concernés et sont la priorité. Et j'aime beaucoup l'approche de Montréal où ils ont fait les cartes d'intervulnérabilité, donc qui ont cumulé des vulnérabilités à la fois écologiques, sociales, et qui ont décidé que ces zones vulnérables qui sont micro et un peu répartis, deviennent la priorité. Mm-hmm. Donc ça, on a oublié que, dans le fond, dans nos outils d'aménagement, le côté social est tombé. Et je pense que c'est là qu'on a le plus à gagner. Donc, on en voit un peu partout aussi, là, les zones de vulnérabilité, mais aussi la question du logement, comment l'hébergement pour certaines clientèles, disons, avec des enjeux multiples, viennent à nous questionner. Donc, les innovations sont dans le détail de plus en plus et sont nécessairement dans l'adaptation et la transition. Là, on voit de plus en plus des mesures pour garantir l'adaptation, donc la lutte aux îlots de chaleur et la transition. Mais il faut toujours se méfier de ne pas tomber sur la solution toute faite. Mm-hmm. Et je vais retomber sur la solution toute faite qu'on a utilisée au Québec. La densité, là aussi, a eu bon dos. Et la densité, qui est un moyen, est devenue la réponse, une fin. Quand c'est pas tout à fait ça, là. La densité n'est pas une fin en soi. Elle doit être un moyen, mais elle n'est qu'une réponse multiple sur d'autres choix qui pourraient arriver. Et selon moi, il y a des banlieues qui pourraient tout simplement rester pavillonnaires. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à augmenter la population à cet endroit et que le roulement de population entre le vieillissement et les nouveaux ménages vont s'équilibrer. Dans les régions, les pays qui se démarquent le plus, c'est les pays qui sont capables de vraiment faire des choix, qui s'expriment assez en une phrase ou deux et qui ont des actions directes sur le résultat là.
Des choix qui sont toujours le reflet politique d'une volonté collective populaire exprimée par des manifestations, des pétitions, des mouvements électoralistes qui viennent transposer dans l'action des volontés longtemps exprimées et que les acteurs publics et privés n'ont jamais réussi à mettre en œuvre tel que c'était voulu, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est une très bonne manière de déboulonner plein de mythes puis de recontextualiser cette légende urbaine selon laquelle, finalement, la réglementation est héritée d'une autre époque, ne peut plus vraiment servir aux fins d'aujourd'hui. Un grand merci pour ta participation, pour tes lumières. C'était très, très éclairant. Merci, Olivier. Voilà, c'est dit. La réglementation doit rester au cœur du coffre à outils des pouvoirs publics et au centre de nos préoccupations. C'est la manière la plus sûre d'atteindre deux objectifs clés. D'une part, que les municipalités québécoises soient proactives et, d'autre part, que la société civile soit mobilisée et que sa voix soit entendue. Si je devais résumer cet échange avec Michel Rochefort en 3 grandes lignes, ce seraient les suivantes. Premièrement, le caractère normatif de la réglementation a bien mauvaise presse, en partie à tort, mais en partie à raison aussi. À raison parce que ce caractère normatif a longtemps servi à justifier, voire à protéger l'inertie des administrations. Or, une telle inertie n'est plus acceptable face aux enjeux d'aujourd'hui. Deuxièmement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que quand on abandonne le normatif au profit du discrétionnaire, on crée 2 problèmes majeurs. D'abord, on peut compromettre la rigueur, la transparence et la cohérence des interventions. De même, on mise trop sur la négociation entre le public et le privé, et ça enracine encore plus les dynamiques néolibérales du développement urbain. Troisièmement, enfin, notre façon de voir la réglementation doit changer. Elle ne peut pas être immuable et elle ne devrait pas l'être de toute façon. La réglementation peut et doit refléter la vision que la collectivité dessine pour son avenir et se mettre au service de notre projet de société. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous retenu de cet échange avec Michel Rochefort? Quelles réglementations innovantes ont retenu votre attention et devraient inspirer nos actions? Écrivez-nous sur les médias sociaux de la Chaire internationale sur les usages et pratiques de la ville intelligente de l'UQAM ou via le site villeintelligente.esg.uqam.ca. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Légendes urbaines.